voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Pour la deuxième journée consécutive, les activités étaient fortement perturbées ce mardi, conséquence de la grève lancée par le Front unifié des transporteurs haïtiens, FUTRA. Le Front unifié des transporteurs haïtiens FUTRA annonce pour ce mercredi la levée de la grève. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches, porte-parole de Force syndicale pour sauver Haïti, FOSSA, dresse déjà un bilan positif de ce mouvement. On s'achemine vers une catastrophe humanitaire. Plusieurs hôpitaux sont en rupture de carburant et le Centre ambulancier national annonce qu'il cessera de fonctionner dans les prochaines 24 heures s'il ne trouve pas d'essence. Le pays tout entier est affecté par ces journées de grèves à répétition et de pays locs. Mais il est un secteur où la situation est particulièrement dramatique, c'est celui de la santé, car il y va de la vie et de la mort immédiate de nos concitoyens. Pour parler de cette situation, nous avons avec nous ce soir le directeur du Centre ambulancier national, le docteur Didier Hérold Louis. Bonsoir, docteur. Bonsoir, salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs et à toute l'équipe technique qui nous permet de faire cette entrevue. Voilà. Docteur, vous avez déclaré que si vous ne trouvez pas d'essence dans les 24 heures, vous allez être obligé de cesser vos activités. C'est bien ça? En effet, la situation est très difficile pour nous. Depuis ce week-end, nous n'avions qu'une soixantaine de gallons de diesel. Nos ambulances qui font le va-et-vient dans l'aire métropolitaine, qui transportent des patients du côté de Mirebalais, d'autres institutions sanitaires et d'autres départements, c'est que nous épuisons ces 60 gallons de carburant. Et je veux parler du réseau ambulancier du département de l'Ouest, qui couvre principalement l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. 60 gallons de carburant, ça c'est de 2 jours maximum. Donc dans les prochaines 24 heures, si nous n'arrivons pas à nous approvisionner, nous n'aurons d'autre choix que de garer les ambulances puisqu'elles seront en panne sèche. Dites-moi, docteur, combien d'ambulances avez-vous sur Port-au-Prince? Sur Port-au-Prince, nous avons 11 ambulances. 11 ambulances. Fonctionnelles. Je parle des ambulances fonctionnelles, je ne parle pas des ambulances qui sont en panne. Tous les jours, en AM et en PM, nous mettons en point fixe 6 à 8 ambulances. Les points fixes sont destinés à mettre nos ambulances plus proches de la population, de façon à pouvoir répondre plus rapidement aux urgences. Ces points fixes, le plus souvent, sont positionnés dans des institutions, dans les différentes communes qui composent justement l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Mais avec la pénurie de carburant actuellement, nous ne faisons fonctionner que 2 ambulances sur l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sur l'Ouest, il y a toujours une ambulance à la Canale, il y a toujours une ambulance du côté de Petit-Bois, Gondoire. L'aire métropolitaine de Port-au-Prince, nous ne faisons fonctionner que 2 ambulances, ambulanciers départementaux, puisque si on prend l'Artibonite, le plus grand département en termes de surface et le deuxième en termes de population, nous n'avons que 3 ambulances fonctionnelles dans l'Artibonite. Et pour les autres départements, les MIP, le sud, le sud-est ou le nord-ouest, nous n'arrivons à faire fonctionner que 2 ambulances au maximum dans ces départements. Pour récapituler, des 92 ambulances fonctionnelles, et je cite fonctionnelles, que nous disposons sur le territoire national, nous n'en avons actuellement qu'à peu près une trentaine qui contiennent encore du carburant. Waouh! Waouh! Et on ne parle pas, vous permettez, on ne parle pas de réservoirs pleins de carburant. Pas du tout. Les véhicules que nous utilisons ont 2 réservoirs de carburant. Chaque réservoir peut contenir jusqu'à 21 gallons. Les 30 ambulances dont je vous parle sur le territoire national, là, il n'y en a pas une seule qui a 10 gallons de 10 gallons de diesel au moment où je vous parle. Maintenant, le problème que les ambulances confrontent est doublé par le problème des hôpitaux qui, eux aussi vont devoir fermer faute de carburant. On a encore appris qu'à Hinche... Les hôpitaux sont nos partenaires naturels et bien nos entendu, partenaires. bien sûr.
une fois avoir prodigué les soins pré-hospitaliers dans l'ambulance, de délivrer ce patient ou cette patiente dans une institution de santé. En guise d'exemple, l'hôpital La Providence d'Aigues-Naïves a fait savoir depuis la fin de semaine dernière qu'il ne pouvait plus recevoir de patients. Nous avons de plus en plus d'hôpitaux publics ou privés qui lancent des alertes et qui disent carrément qu'il peut arriver à une cessation de prestation des services. Oui. Oui, il y a eu un cri d'alarme également qui a été lancé par l'organisme OCHA hier, disant que si aujourd'hui il y avait 2 hôpitaux de la zone métropolitaine qui allaient cesser leurs activités s'ils ne trouvaient pas de carburant. C'est absolument dramatique, c'est épouvantable. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Parce que bon, vous savez qu'un des mobiles de ce mouvement qui a bloqué le pays depuis hier, c'était précisément de régulariser la question du carburant en faisant 2 choses. La première, c'était de protéger les terminaux pétroliers, et ensuite d'accompagner les camions-citernes qui allaient distribuer dans les différentes stations-service, puisque vous savez que certains camions ont été kidnappés par les gangs. Est-ce que vous vous associez à ce mot d'ordre? L'actualité générale et l'actualité en lien particulièrement avec l'approvisionnement en carburant. Au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons eu une réunion hier avec le du ministère de la Santé publique, mais aussi d'autres organismes, d'autres entités de l'État, histoire de voir comment est-ce que, justement, nous pouvons adresser cette pénurie de carburant. Et bien entendu, il y a eu des résolutions à être sorties de cette rencontre. Nous attendons les suites par rapport aux plus hautes autorités de l'État, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas que le secteur de la santé. Tous les secteurs sont affectés par cette pénurie de carburant. Et la question de l'approvisionnement en carburant est une question nationale qui est régie par les plus hautes autorités de l'État. C'est ça. Est-ce que vous avez bon espoir que ce que vous appelez les plus hautes autorités de l'État vont enfin se résoudre à protéger le carburant et le permettre de circuler? Disons que cette situation ne pourra certainement pas perdurer. Nous nous dirigeons vers une crise sans précédent, et je parle d'une crise humanitaire, d'une crise sanitaire sans précédent. Il faut toujours retenir qu'il y a encore la pandémie de coronavirus avec des cas qui augmentent. Il faut du carburant, particulièrement le diesel, pour faire fonctionner les groupes électrogènes qui alimentent les générateurs d'oxygène. Et ça aussi, certains hôpitaux ont lancé des alertes en ce sens. Moi, je dis que nous ne pouvons que rebondir de cette situation. Cela ne peut pas faire que des flux sont en danger. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Ce sont des vies qui sont en danger et en danger de mort immédiate. C'est pas quelque chose qui va arriver dans des semaines, c'est demain, après-demain. Écoutez, docteur, j'espère que les autorités auront entendu votre appel et qu'elles feront ce qu'il faut faire pour permettre aux camions-citernes de recommencer à distribuer du carburant. Sinon, encore une fois, vous venez d'utiliser l'expression crise humanitaire sans précédent, et c'est très exactement ce vers quoi nous nous dirigeons, et à vive allure. Et nous évitons également les membres du secteur privé qui ont aidé le CAL dans certaines occasions, en nous permettant de nous approvisionner. Là, je comprends effectivement que pour la plupart des stations d'essence, il n'y a plus de produits, mais nous lançons quand même cette appel aux membres du secteur privé, et particulièrement à la corporation qui régule ou fait fonctionner ces stations d'essence. Et vraiment, j'espère
que s'il y a une possibilité, ne serait-ce qu'une seule possibilité, j'espère vraiment qu'on peut compter sur leur support. Écoutez, j'espère que votre appel sera entendu, donc je le renouvelle. Le docteur Didier Rolde-Louis, directeur du CAN, du Centre ambulancier national, nous fait savoir qu'il est pratiquement à 0 carburant, que si dans les 24 heures il n'obtient pas du carburant, il va être obligé de suspendre toutes les activités. Ils se sont déjà adressés aux plus hautes autorités afin que celles-ci réagissent, mais là, aujourd'hui, en désespoir de cause, ils lancent un appel au secteur privé et en particulier aux propriétaires de stations-service. S'il vous reste encore un peu d'essence, faites-en don ou allez le proposer au Centre ambulancier national. C'est une question de vie ou de mort. Docteur Louis, merci. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci d'avoir plaidé avec autant de force. Votre cause, c'est, comme je viens de le dire, une question de vie ou de mort. Pour permettre de communiquer avec la population. Merci. Merci, docteur, et bonne journée et surtout bonne chance dans les heures qui suivent. Pour la deuxième journée consécutive, toutes les activités étaient au point mort aujourd'hui à Port-au-Prince. Comme d'habitude, notre reporter Rudolf Pierre-Louis a sillonné les rues de la capitale. Il est là avec nous ce soir sur le plateau de Métro News et va vous faire un compte-rendu de ce qu'il a pu constater. Bonsoir Rudolf. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Donc comme hier, petit tour des différents et même constat. Absolument, c'est le même constat à Pétionville, à Frères, à Delma, sur la route de l'aéroport, c'est le même constat. Le grand commerce baisse toujours ses rideaux. Les propriétaires des entreprises respectent le mot d'ordre de grève lancé par les syndicalistes du secteur des transports en commun. Seulement le petit commerce qui fonctionne, comme je l'avais dit précédemment, à Delma 32 jusqu'au niveau du carrefour de l'aéroport, il y a des activités sur les trottoirs. Les petits commerçants ont exposé leurs produits. À Frères, le marché fonctionne correctement. À Pétionville, au marché de Pétionville, plus précisément, c'est la même remarque. Donc c'est seulement le petit commerce qui fonctionne, mais le grand commerce baisse jusqu'à présent ses rideaux. Donc il n'y a pas d'activité. En ce qui concerne les grandes entreprises, au niveau de la route de l'aéroport et non loin de certaines zones qui se trouvent au centre-ville, aujourd'hui, il y a eu quelques tirs parce qu'il y a des citoyens qui nous ont appelés pour nous signaler qu'il y a beaucoup de tirs au centre-ville. Ils n'ont pas pu identifier d'où viennent ces tirs, mais ils ont entendu des tirs nourris un peu partout au centre-ville. Maintenant, en ce qui concerne la circulation, toujours pas de barricade, quelle que soit la zone visité en plein cœur de la capitale, il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de protestataires qui lancent des pierres sur des véhicules. Aujourd'hui, on n'a pas fait ce constat. On peut compter quelques véhicules privés qui circulent, mais il n'y a pas de transport en commun. Oui, quelques véhicules privés, je dois dire que là, par rapport à ce que j'ai vu hier, ça a été multiplié par 3. On est passé de 2 véhicules à 6 véhicules. En effet. Bon. C'est ça le constat. Ok, maintenant, Rudolf, apparemment, ces messieurs, les syndicalistes, ont été très bavards aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur déclaration? Cet après-midi, il y a eu une conférence de presse. Réellement, ils ont pris la parole, premièrement pour démentir une affirmation faisant croire que c'est à cause de la grève que les produits pétroliers ne peuvent pas laisser les terminaux. Ils ont dit que c'est un mensonge. Deuxièmement, ils demandent aux autorités étatiques d'assumer leurs responsabilités en vue d'assurer la sécurité, de restaurer le climat sécuritaire pour permettre aux chauffeurs de camions-citernes d'aller chercher le carburant et de le mettre bien sûr à la disposition de la population. Et ensuite, ils ont fait savoir que demain, Dieu voulant, il y aura une nouvelle conférence de presse. Ils ont également signalé que la grève sera levée dès demain, mais il n'y a pas d'heure précise. On ne sait pas si ce sera fait dans la matinée ou dans l'après-midi, mais on se rappelle que lors de la dernière grève lancée, c'était à
4 heures de l'après-midi que les protestataires, les syndicalistes de préférence ont fait savoir à travers une note rendue publique que la grève est levée. À partir de 4 heures, en effet. Donc, demain, on va se réveiller sans savoir s'il y a grève ou non. Cela dit, comme ils ont parlé de faire le bilan des 3 jours de grève, on peut conclure que la grève sera maintenue pour la journée de demain mercredi et prendra fin aux environs de 4 heures. Donc ce n'est qu'à partir de jeudi qu'on va pouvoir respirer librement, ce qui ne veut pas dire qu'on va pouvoir rouler librement, car le problème de la pénurie de carburant devient dramatique. On voit ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux et au centre ambulancier national qui annonce que d'ici 24 heures, ils vont cesser de fonctionner faute de carburant. Et ça, c'est pas seulement... non, mais ça, dans le cadre des hôpitaux et des ambulances, la situation commence à devenir grave. Vie ou mort immédiate. Absolument. Et au niveau des membres de la population, il y a un autre problème qui se pose parce que cet après-midi, on a interrogé quelques citoyens qui ont souligné que désormais, il y a des produits qui sont en manque. Donc, à cause du manque de carburant, les commerçants ne peuvent pas se déplacer pour aller acheter. Et maintenant, les produits qu'ils ont déjà à leur disposition, les prix ont augmenté. Vous parlez de produits des produits alimentaires, les produits de première nécessité. Wow. Et dans certaines zones de la capitale, il commence à avoir un manque d'eau. Donc, il n'y a pas de sachet d'eau, là où l'on vend parfois des gallons d'eau pour permettre à la population de boire un peu, de se rafraîchir un peu, eh bien, l'eau commence à être en manque. Donc, quelque part, on vend le plus souvent 2 sachets d'eau au prix de 5 gourdes et dans certaines zones, c'est déjà un sachet d'eau pour 5 gourdes. Donc, la situation commence à se compliquer. Bon, c'est sûr que tous ceux qui mettent l'eau en bouteille, que ce soit Culligan, que ce soit tous les autres, ils ont eux aussi besoin de carburant pour faire se déplacer, pour livrer les produits. Non seulement ça, mais pour faire fonctionner leur machine. Absolument. Voilà. C'est ça la réalité. C'est un cri d'alarme qui est lancé. Déjà, Digicel a fait savoir qu'il y avait un certain nombre de centres qui avaient été touchés, ce qui expliquerait d'après eux la mauvaise qualité d'Internet depuis quelques jours. Et ça commence à se faire sentir dans la capitale. Quand on appelle certaines personnes, on tombe directement sur le répondeur. Et si ça continue, ça signifie que dans quelques temps, on risque de tomber en panne. Imaginons que Digicel et Natcom tombent en panne de carburant, il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus de télévision, il n'y aura plus rien. Bientôt pas d'eau, rien à bouffer. Eh bien, on va devoir se transformer en cannibale. Bon, merci Rudolf, merci de ces précisions. Donc il nous reste à savoir si demain matin il y aura grève ou pas, mais de toute façon... Selon les syndicalistes, il y en aura toujours. Ça devrait se terminer demain, dans l'après-midi, dans le pire des cas. Voilà. Merci Rudolf. Un plaisir. Bonne journée, bonne fin de journée, je veux dire. Et voilà, c'était notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis qui nous faisait son compte-rendu habituel de ce qui se passe dans les rues. Comme nous l'avons annoncé en titre, la grève de 3 jours lancée par le Front unifié des transporteurs haïtiens FUTRA pour protester contre la rareté de carburant et l'insécurité sera levée ce mercredi. L'annonce en a été faite ce mardi par Jacques Anderson Desroches, porte-parole de Force syndicale pour sauver Haïti, FOSSA. Le syndicaliste, qui dresse déjà un bilan positif de ces 3 journées de grève, annonce une nouvelle phase si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le pourcentage là, c'est une satisfaction nous, la population de ces causes-là. Il y a des gens qui disent 200%, il y a des gens qui disent 100%. Mais nous-mêmes, ce n'est pas le pourcentage qui est intéressé. C'est cause n'a porté pour le peuple là. Et qui population qui doit jouer une satisfaction dans les revendications. Parce que parler de pourcentage pour nous, c'est syndicat frapper l'estomac. Vous le dites, bon, c'est nous qui non. Nous pas quoi dans ça. Nous quoi, c'est rapprochement, ralliement, tout acteur dans la vie nationale là, n'importe côté qui a une solution à la crise là. Mais ça n'a pas dit à tout le monde.
tout le monde connaît syndicat par mouvement de violence. Tout le monde connaît syndicat par quoi dans des ordres. Et syndicat comme mouvement pacifique, nous prenons distance. C'est pas que nous prenons distance. Ni de loin, ni de près, ni de très très loin à toute activité qu'a fait sous pays, que l'acteur politique eux-mêmes, il a intensifié et il a besoin de mettre dans le format de revendication de côté. Nous disons c'est faux. Accord, si vous pas fond, parce que faut pas y a qu'on aime se dire tout à l'heure. Véritable gangrène pays, Haïtien contribue là-dedans. Et tout le monde a parlé de là. Et nous autres, au niveau bataille, ça nous dit, élément clé dans le dossier pour résoudre le problème, c'est une solution politique qui peut venir de nous, qui vient à travers les acteurs, les acteurs politiques qui ont encore, qui ont tout ça au dit au café pour faire un effort, pour un rapprochement et d'autres pays ont des solutions alternatives, non plus bref délai. Le syndicaliste Duclos bénissois dénonce les violences utilisées par ses collègues pour faire respecter la grève. Selon lui, on ne devrait pas forcer la population à respecter un mouvement de grève qui vise à réclamer du carburant et à forcer l'État à agir contre l'insécurité. Un problème, n'a forcé, et c'est rôle nous, en tant que syndicalistes, pour nous forcer tout le gouvernement pour le bail service. Mais si nous faisons un bagage, une fois, le résultat nous va venir. Maintenant, il faut regarder la stratégie. En tant que 18-19 là, mais tout le monde d'accord sur lui. Tout d'accord sur lui. Mais au cas où il y a des gens qui ne pas parler parce qu'ils ne sont pas d'accord, non? Tout syndicat la donne. Mais si nous sommes d'accord pour nous faire comme ça, et pour nous décider de faire l'autre gens, nous avons droit à supporter lui, tout mouvement a supporté, même pas parler la donne, mais qu'on a, voilà, pour une dimension que qu'on a, on a éclaboussé syndicat de transport dans la ville d'Haïti. Et tout le monde connaît l'histoire syndicat de transport. Et lorsque tout syndicat est en bas central, nous gourmets, faire venir capable dépendant, nous pas jamais entrer dans un lobby, pour nous pas bloquer le pays. Là, nous bloquer le pays. C'est immédiatement faire grève. Automatiquement, vous demandez adhésion. Population, les syndicats enseignants, les syndicats sous-traitants, tout le monde. Puis d'accord, et puis vaste mobilisation faite, population d'accord, et puis pays. Souvent, mon petit émotion du club bénissois, c'est-à-dire cette affaire de fermer pays, opération fermer pays. C'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord sur le point ça. Non, parce que on dit bloquer pays, fermer pays, c'est ça qui est annoncé. Il va fermer institution, l'État notamment. Donc certainement, qui dit l'État, institution privée, j'aime pas peur. C'est-à-dire qu'on a peur totale au sein de la population. C'est-à-dire qu'il y a une divergence dans ça, au niveau du syndicat de transport en commun, secteur là, de manière globale. Oui, il faut nous dire, au cas où il y a des gens qui parlent véritablement. Nous ne pouvons pas parler, mais expression, fermer le bureau de l'État, ou fermer le pays, je ne sais pas si tout syndicaliste d'accord sur lui. Je ne dis pas qu'il est d'accord, peut-être à la fin. Mais textuellement, tout le monde connaît qui est-ce qui te dit. Fermer le bureau de l'État, nous dit non. Mais si nous avons transport, je demande des chauffeurs au campé. Je demande des populations pour te coller, rester la caillou. Mais si je dis que je vais faire un bureau de l'État, on est à qui doit me gagner, je vais faire un bureau de l'État. Quand on va concentrer dans faire un bureau de l'État, là, il y a l'autre. Quand on doit fermer le pays, nous avons séquelles. Séquelles là, c'est que. Pays loc. Pays loc. Et la presse critique en pile sur ça, mais c'est bien malheureux, m'a dit ça dans la métropole. Et alors c'est dans la métropole, m'a dit. En pile de médias qui étaient critiqués la question pays local. Je ne dis pas, je ne vais pas parler de ça, non? Alors c'était là, d'ailleurs. Je ne vais pas parler de ça. Pour qui ça? Je ne sais pas qu'on ait raison, mais je ne vais pas parler de ça. Au contraire, je entends des radios qui presque fait apologie sur ce qu'a fait là. Et bien, ils m'ont parlé, et qui dit fait mieux, ben, vous parlez. Je pense que ça, il faut que la société a commencé à garder libre pour dire mais côté nous parler. Nous pas d'accord. Si divergence qui gagne, c'est question fermer pays l'autre et qui résultat ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. À la prochaine, même heure, même chaîne.